Bienvenue sur la chaîne, nous allons voir aujourd'hui les accords d'Évian, c'est-à-dire la fin de la guerre d'Algérie et les suites immédiates de ces accords. Donc d'abord, je ne peux que vous conseiller vivement de voir ma dernière vidéo sur la guerre d'Algérie et de vous abonner par l'occasion à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Un mot pour commencer sur l'état d'esprit du général de Gaulle. On a coutume de dire qu'il avait au départ l'intention de maintenir l'Algérie française et de franciser ses départements d'outre-mer. Et puis, on dit généralement, il s'est rallié par opportunisme à la thèse de l'autonomie, puis à celle de l'indépendance. En réalité, il n'en est rien, et de nombreux témoignages concordent pour penser que dès le départ, de Gaulle était en fait hostile à cette francisation. Le démographe Alfred Sauvy rapporte la teneur d'un entretien qu'il a eu avec le général. Le maintien de l'Algérie française et son développement auraient entraîné un coût si élevé que dès juin 1954, donc avant la révolte, le général de Gaulle était résigné à l'abandon. Il faut dire que dès 1944, un rapport de René Pleven remis à de Gaulle rappelait déjà que si les musulmans étaient assimilés sans renoncement à leurs droits coutumiers, alors la France ne serait plus la France. Et en mai 1955, c'est Louis Terrenoire qui rapporte les propos de Gaulle. Si nous voulons nous maintenir en Afrique du Nord, il nous faut créer les conditions d'une nouvelle association. Or, ce n'est pas ce régime qui peut le faire. Moi, je ne serai pas sûr de réussir, mais bien sûr, je tenterai la chose. Notez l'emploi du futur au lieu du conditionnel, ce qui veut dire que de Gaulle était certain d'arriver au pouvoir. Disons nettement les choses. Pour de Gaulle, en réalité, il y a deux peuples distincts. Un peuple français, chrétien et de race blanche, comme il le dit à Perfit en 59, et un peuple musulman algérien. Les colons français, là-dedans, n'ont rien à faire. Ce sont des chiens dans un jeu de quilles, et leur destin est de toute façon scellé depuis bien longtemps. Alain Perfit cite de Gaulle. Qu'on ne se raconte pas d'histoire. Les musulmans, vous êtes allés les voir, vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas. Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de colibri, même s'ils sont très savants. Il doit penser à Soustelle. Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre, agitez la bouteille, au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans qui demain seront 20 millions et après-demain 40? Pour toutes ces raisons, de Gaulle est prêt à négocier avec le GPRA et ce dès décembre 1959, via la diplomatie néerlandaise. Mais la semaine des barricades en janvier 1960 provoque la rupture de ces négociations. Et là, de Gaulle semble virer de bord. Il évoque l'impossibilité de l'indépendance et même la nécessité de la victoire de nos armes. On a l'impression qu'il ne veut plus, du coup, négocier avec le GPRA. Mais en décembre 60, il y a des manifestations importantes organisées par le FLN qui rencontrent un grand succès auprès de la jeunesse musulmane. Alors de Gaulle comprend l'importance de relancer le processus de paix et via la diplomatie helvétique, il va reprendre effectivement les discussions. 3 points restent âpres à négocier. D'abord le cessez-le-feu préalable et de Gaulle va y renoncer rapidement. Ensuite le statut des colons. De Gaulle doit préserver les intérêts des pieds noirs établis en Algérie. Et enfin, le statut du Sahara, important pour son exploitation pétrolière, et celui de la base navale de Mers el-Kébir, fondamentale à l'époque pour la navigation pour la marine française. Mais en juillet 61, de nouvelles difficultés surviennent. D'abord, le président tunisien Bourguiba envahit une partie du territoire algérien, ce qui nécessite l'intervention de l'armée française. De son côté, le FLN rompt les négociations sur la question du Sahara et se lance dans une campagne d'attentats à Paris sur le sol français. Alors, le préfet de police Papon décide un couvre-feu concernant les musulmans à Paris et n'ont plus le droit de sortir le soir. Des manifestations interdites éclatent le 17 octobre 61, sévèrement réprimées, mais dans ce contexte de tensions extrêmes et de risques de guerre civile réelle, eh bien, cette démonstration de violence n'est pas tout à fait illégitime. En Algérie, le GPRA est dépassé par l'ALN, l'Armée de Libération Nationale. Il cherche alors à se relégitimer et donc retourne à la table des négociations.
Effectivement, ces négociations reprendront dans le secret aux Rousses, dans la station jurassienne, en février 1962 et seront suivies d'une nouvelle session, cette fois officielle, à Évian. Les accords d'Évian sont donc signés le 18 mars 1962, mais ce ne sont pas de vrais accords internationaux, parce que l'Algérie n'est pas encore un État indépendant et souverain, contrairement aux prétentions du GPRA. Ces accords contiennent deux séries de documents. D'abord, un cessez-le-feu et ensuite une série de déclarations générales engageant le gouvernement français et le FLN. D'abord, la déclaration générale concernant la période transitoire. Il y a une période définie entre 3 et 6 mois jusqu'à ce que le peuple algérien ratifie l'indépendance. Et bien, au cours de cette période, l'exécutif algérien sera réparti entre un exécutif provisoire musulman qui gérera les affaires courantes et un haut commissaire français pour tout ce qui est régalien, sécurité et défense. Ensuite, une loi d'amnistie garantira l'impunité pour tous les actes délictueux commis jusqu'à la date du cessez-le-feu, par la partie française comme par la partie algérienne. Ensuite, les colons français se voient garantir leurs droits civiques. Ils pourront encore voter. Et au bout de 3 ans, ils vont devoir se déterminer sur leur nationalité. Est-ce qu'ils adoptent la nationalité française finalement ou la nouvelle nationalité algérienne. Surtout, leurs droits de propriété seront garantis. Et ça, c'est un élément important des accords. En matière économique, l'Algérie s'engage à respecter les droits acquis des personnes physiques ou morales françaises. Elle s'interdit donc toute spoliation. De son côté, la France fournira une aide économique et un soutien technique, scientifique, culturel et monétaire. Au sujet du pétrole saharien, l'Algérie s'engage à réserver aux sociétés françaises une sorte de privilège pendant 6 ans. Donc ces sociétés françaises pourront exploiter plus facilement le pétrole saharien. Et bien sûr, les droits acquis des sociétés pétrolières françaises, acquis avant l'indépendance, seront toujours reconnus par l'Algérie. Au plan militaire, la France retirera ses troupes en 2 ans, sauf les bases navales de Mers el-Kébir et la base aérienne de Bousfer qui seront concédées pour 15 ans. La France continuera ses essais nucléaires au Sahara pour 5 ans. Les Français sont appelés aux urnes le 8 avril 1962 pour autoriser le président de la République et le gouvernement français à mettre en œuvre le contenu des déclarations. Le oui l'emporte avec 90% des suffrages exprimés et même 65% des inscrits, ce qui constitue un désaveu cinglant pour l'OAS. Cette organisation de l'armée secrète va donc multiplier les actions terroristes pour protester contre ce référendum, et le général Salan va même échafauder un plan d'insurrection générale en Algérie pour essayer de faire capoter les accords. Mais son opération sera un fiasco et il sera même arrêté le 20 avril. Le FLN, de son côté, va lui aussi largement renier ses engagements. Son armée de libération nationale devait, d'après les accords, figer ses positions au 19 mars. En réalité, il n'en sera rien. L'ALN va recruter massivement des terroristes pour mener des attentats et surtout une quantité d'enlèvements de civils musulmans comme français. On estime que près de 3200 civils seront enlevés au cours de l'année 62, dont 1800 seulement seront libérés. Et puis les supplétifs de l'armée française, ceux qu'on appelle en particulier les harkis, seront notamment visés par des exécutions sommaires, des enlèvements, des attentats divers et variés. En principe, le FLN voulait attendre la fin de la période transitoire avant de lancer les hostilités contre ceux qu'elle considère comme des traîtres. Mais en réalité, dès le 19 mars, on retrouve déjà des exactions. Les accords ne tiennent donc qu'à un fil, d'autant plus que le 27 mai, le Conseil national de la République algérienne se réunit à Tripoli pour considérer que ces accords sont un signe de néocolonialisme et qu'après tout, l'Algérie n'a pas besoin de l'aide de la France. Mais sur le terrain, ce n'est pas du tout ça. Les cadres français, les ingénieurs français partent massivement pour la France et les Algériens sont incapables de les remplacer. Tout cela plonge l'Algérie dans le chaos. Et le 27 juin, un certain nombre de ministres du gouvernement algérien décident de démissionner pour protester contre la politique décidée à Tripoli. Mais toutes ces péripéties n'empêchent pas le peuple algérien de se prononcer, et le 1er juillet 62,
il valide les accords d'Évian par un référendum remporté avec 99,72% des suffrages. C'est donc une victoire pour le général de Gaulle. Mais la fin de la période transitoire signifie pour le FLN les mains libres pour massacrer les harkis, et c'est ce qui sera fait notamment à Oran du 5 au 7 juillet. Les harkis sont donc en danger. Les accords d'Évian stipulaient l'interdiction d'empêcher tout Algérien de venir en France ou de forcer tout colon à quitter l'Algérie. Ça devait protéger à la fois les harkis et les colons. Mais malgré cela, et malgré le danger que courent les harkis, le gouvernement français n'autorise leur venue en France qu'au compte-gouttes. En fait, le ministre Louis Joxe craignait non sans raison que ces harkis ne se joignent à l'OAS pour mener une guerre civile en France. En fait, pour De Gaulle, les harkis n'étaient pas de véritables Français, sauf ceux qui avaient renoncé à leur statut personnel musulman. Ceux qui venaient en France étaient pour lui non des rapatriés, mais au mieux des réfugiés. Il n'était pas question de les accueillir sans condition. Et ceux qui ne réussissaient pas à s'assimiler totalement à la société française avaient vocation naturellement à retourner en Algérie. Et cette opinion était parfaitement partagée par le Premier ministre Pompidou comme par l'ensemble du gouvernement. À propos du statut personnel, on pourra toujours objecter que le général de Gaulle lui-même, dans son ordonnance du 7 mars 1944, vous pouvez voir ma vidéo précédente, avait accepté ce principe particulier, c'est-à-dire donner aux musulmans la plénitude de leurs droits civiques, tout en leur réservant la possibilité d'une application différenciée des droits civils, c'est-à-dire qu'ils étaient soumis à la loi islamique. Mais on était dans un contexte tout autre. À l'époque, en 1944, personne ne doutait d'une intégration future totale de l'Algérie à la France. Et cette situation particulière n'était que transitoire, elle avait vocation à disparaître, et les statuts civils avaient vocation à s'égaliser. Aujourd'hui, nous sommes en 1962, l'Algérie a obtenu son indépendance, donc les deux peuples ont recouvré leur pleine distinction. Il n'y a plus lieu de conserver cette ambiguïté dans les statuts civils. Et en déniant la qualité de français à part entière aux harkis, en fait, De Gaulle ne fait que suivre parfaitement sa logique. Mais De Gaulle ne porte pas non plus les colons français en haute estime. Il dit à leur sujet au journaliste Jean Tournou, en avril 62, « Ce ne sont pas des Français, ils ne raisonnent pas comme nous, ce sont des gens d'un Dominion, d'un Canada. » On distingue bien ici les racines idéologiques d'un De Gaulle. En fait, il n'aime pas vraiment la colonisation. Ah, bien sûr, elle est prestigieuse pour la France, mais au fond, il sait bien qu'elle est la fille d'une humiliation française à Sedan en 1870. Et elle avait surtout pour objet de servir la bourgeoisie d'intérêt autour d'un Jules Ferry. Et en ce sens, on sent que De Gaulle est assez proche de Charles Maurras. Mais fermons notre parenthèse et retournons à l'Algérie. Le 16 novembre 1962, contre les intérêts des colons, il déclare « Je l'ai toujours pensé, la coexistence entre les communautés n'est pas possible. Elle est contre nature. Le moment est venu de rapatrier les Français. » Et un peu plus tard, il ajoute, sur le ton de la plaisanterie, « Je préférerais qu'ils s'installent en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. » De Gaulle leur reproche leur soutien actif à l'OAS. Et contre l'avis de Perfit, il considère qu'il est hors de question que la France les aide financièrement. Ils ont déchaîné la violence. Et après ça, ils sont étonnés qu'elle leur revienne en plein visage. Alors, ils se sont précipités sur les bateaux et les avions comme des moutons de Panurge. N'essayez pas de m'apitoyer. Cette page m'a été aussi douloureuse qu'à quiconque. Mais nous l'avons tournée. C'était nécessaire pour le salut du pays. On le comprendra plus tard. Un peu plus tard, il se demande « Une indemnisation ? Mais pourquoi ? La nation ne leur doit rien. » L'Algérie indépendante, bien sûr, va massivement pousser les pieds noirs au départ et massivement les spolier de leurs biens, contrairement à ce qui était prévu dans les accords. Mais De Gaulle sait bien que une réaction trop forte de la France risquerait d'envenimer la situation et d'entraîner la reprise des hostilités avec l'Algérie. Et il sait très bien qu'une guerre renouvelée serait avant tout préjudiciable aux harkis comme aux colons, donc ni l'un ni l'autre n'y ont intérêt. De plus, la remise en cause totale des accords d'Évian signifierait hypothéquer l'exploitation du pétrole sahérien par les entreprises françaises.
Donc De Gaulle considère que de l'intérêt de la France, il n'y a pas de raison de relancer les hostilités. Mais le sujet de l'immigration inquiète le général et il y revient de façon récurrente. Le gouvernement attend environ 760 000 pieds noirs d'Algérie, auxquels il faut ajouter 400 000 du Maroc et de Tunisie. Ensuite, on s'attend à près de 6 000 musulmans par semaine, c'est énorme. Aussi, le diplomate Louis de Guiringaud sonne l'alarme. Attention, les bidonvilles sont en train de se vider à Alger pour se reconstituer en France. Et en novembre 62, De Gaulle dit franchement, l'immigration, il faut y mettre un terme malgré Évian, ça suffit comme ça. L'État algérien se lance dans une politique socialiste de collectivisation des moyens de production qui l'entraîne dans le marasme. Et pourtant, toute l'année 1962, c'est la France, le Trésor français, qui règle les dépenses de l'Algérie. Et par la suite, la France consent une aide financière massive à l'Algérie. Près de 22% de son aide publique au développement est destinée à Alger, tandis que le Maroc et la Tunisie se partagent 3% seulement. En fait, la France a tout intérêt à éviter l'écroulement total de l'économie algérienne, parce que malgré les nationalisations, il lui reste encore quelques actifs, et la France a tout intérêt à éviter que ces quelques créances soient totalement dépréciées. De Gaulle va néanmoins chercher à rendre l'Algérie la moins indispensable possible à la France pour retrouver un maximum de liberté. Par exemple, il va essayer de réaliser des essais nucléaires ailleurs que dans le Sahara, notamment dans le Pacifique. Il va chercher du pétrole ailleurs qu'en Algérie, dans d'autres pays du Moyen-Orient. Et le but est de rendre l'aide publique au développement vers l'Algérie de plus en plus conditionnée pour que cette aide serve aussi les exportations françaises. Et l'Algérie prépare un mauvais coup à la France. En 1965, elle se tourne vers la Grande-Bretagne et le Koweït pour exploiter son pétrole, ce qui oblige la France à renégocier les accords d'Évian s'agissant d'exploitation pétrolière dans un sens plus favorable à l'Algérie. Et en 1966, l'année suivante, l'Algérie demande un abattement de 10 milliards de francs sur la dette qu'elle doit à la France. Et évidemment, le gouvernement français va y consentir. Pour vous dire l'ampleur de cette décote, il faut rappeler que l'État algérien a un budget à l'époque de 3 milliards de francs. Donc c'est une aide énorme que la France consent. Et finalement, en 1971, l'Algérie va nationaliser la quasi-totalité des sociétés pétrolières. L'immigration fait aussi l'objet d'âpres négociations. En principe, d'après les accords d'Évian, les règles migratoires devaient être identiques pour les ressortissants des deux pays. Mais en raison de l'extinction de la présence française en Algérie, cette situation n'est plus tenable. Il n'y a plus de raison de protéger les intérêts des colons français qui n'existent plus. Alors le gouvernement français va renégocier des accords migratoires en 1964 pour contingenter le nombre de migrants algériens vers la France en fonction du nombre d'embauches prévues. Et ce chiffre va baisser à 12 000 par an. Mais de son côté, l'Algérie sait qu'elle a tout intérêt à favoriser l'émigration, afin de récupérer par la suite les fonds transférés par sa diaspora. Alors, l'Algérie mène une campagne de nationalisation en 1968 pour pousser le gouvernement français à accepter le relèvement de son plafond de migrants, ce qu'elle va accepter de faire, et le chiffre de migrants autorisés passera à 35 000. Nous arrivons donc à notre conclusion. Les accords d'Évian ont mis fin à la guerre d'Algérie, mais pas aux exactions. Ces accords, immédiatement attaqués par l'OAS, n'ont été respectés ni par le FLN, ni en totalité par la France. De Gaulle a été dur, mais il le fallait pour arracher la France à ce bourbier algérien, tout en sauvant les meubles, essentiellement l'exploitation pétrolière. Il a sacrifié la présence pieds noirs en Algérie, mais celle-ci était de toute façon condamnée dès le départ. Il a éconduit les harkis, mais ceux-ci étaient devenus des Algériens, dans une Algérie algérienne, devenue indépendante. Il incombait donc aux autorités algériennes de les protéger. Et ce sont elles qui ont failli. Par ces accords, même mal observés, il aura sauvegardé les intérêts pétroliers de la France au moins quelques années durant, le temps d'amortir les investissements, ce qui n'est déjà pas négligeable. Il aura aussi su rendre l'Algérie moins indispensable à la France au plan stratégique et militaire. Les accords auront coûté cher à la France. Elle s'est comportée en mère nourricière, tandis que l'Algérie montrait son incapacité à faire fructifier l'héritage
comme à installer la démocratie. Les présidents algériens réclameront toujours plus de repentance de la part de la France, pour mieux faire oublier les turpitudes du FLN et les dommages de la guerre civile algérienne dans les années 90 contre les islamistes. Mais la France fut bonne mère. De Gaulle a tout lâché aux Algériens contre la paix et contre un peu de pétrole. Alors de grâce, cessons la culpabilisation. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner. Vive la France et à très bientôt.